Est-ce que vous avez envie de savoir à quoi ressemble réellement la Chine au cœur des catastrophes naturelles ? Ces images de tension face à l'armée chinoise semblent tout dire. Mais une seule image, deux regards différents. C'est là que les failles d'un système sous pression éclatent. Mais la réalité ne se résume pas à cela. Il suffit de savoir juste encore un peu plus. Premier jour. Lorsque les premières rues ont commencé à être inondées, tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que d'un orage, parmi tant d'autres. Deuxième jour. Les réservoirs de Liulun et de Yunbiao, dans la ville de Hangzhou, ont successivement été submergés. Mais la crue est montée beaucoup trop vite. Des portails et des murs d'enceinte ont été emportés d'un seul coup. Sur son passage, les eaux ont rasé des maisons entières. Dans la zone la plus touchée, un village de près de 3000 habitants s'est retrouvé entièrement sous les eaux. Grâce à une évacuation rapide, les habitants ont pu échapper au pire. Ce jour-là, à Nanning, 48 000 personnes vivant en aval des barrages ont été évacuées. 2 personnes ont perdu la vie. À Hangzhou, près de 55 000 habitants ont été touchés par les inondations. Cette nuit-là, beaucoup ont dormi dans des canots de secours, sur les pupitres d'une école primaire au 2e étage de la maison d'un proche. 3e jour. Les carrefours familiers avaient disparu sous les eaux. Les embarcations des secours avaient remplacé les autobus. Le Centre national de lutte contre les inondations a relevé l'alerte pour le Guangxi au niveau 2. Les inondations ont frappé 14 villes, 63 districts ou comtés, touchant 375 000 personnes. De vastes secteurs restaient engloutis sous une eau boueuse. Les routes étaient coupées. Des bateaux de secours naviguaient entre les feux de circulation dont seuls les sommets émergeaient encore de l'eau. Mais alors qu'une vague de pluie s'achevait à peine, une autre commençait déjà. Le 15 juillet, sous influence d'une perturbation tropicale, le Guangxi a de nouveau été frappé par des pluies torrentielles. Ce n'est que le 22 juillet à 18h que les autorités régionales ont officiellement levé le dispositif d'urgence contre les inondations. Depuis le jour où chacun pensait qu'il ne s'agissait que d'un simple orage, il avait plu sans interruption pendant 18 jours. Mais le Guangxi n'est pas toute l'histoire. Il n'en est que le début. À l'été 2026, les pluies diluviennes ont en réalité frappé près de la moitié de la Chine. Pourquoi la Chine possède-t-elle près de 40% des barrages du monde, tout en revivant presque chaque été le même cauchemar des inondations ? Comment les Chinois cohabitent-ils avec les crues depuis plus de 5000 ans ? Tout commence par la géographie. Premier facteur, une chute vertigineuse du relief. Le territoire chinois est organisé en 3 immenses paliers qui descendent progressivement de l'ouest vers l'est. Du plateau tibétain, perché à plus de 4000 mètres d'altitude, jusqu'aux plaines du Yangtze, souvent situées à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Imaginez un seau rempli d'eau que l'on vide du 40e étage d'un immeuble. Au début, l'eau dévale avec une puissance phénoménale. Puis, arrivée dans les plaines, elle ralentit brutalement. Ces plaines ressemblent à un immense plateau presque plat. L'eau n'a tout simplement pas le temps de rejoindre la mer. En quelques heures, des terres agricoles peuvent se transformer en véritables lacs. Deuxième facteur, la mousson, imprévisible et brutale. Dans beaucoup de pays, les pluies sont relativement réparties sur l'année. En Chine, c'est tout l'inverse. La pluie tombe comme une loterie. Une grande partie des précipitations annuelles peuvent s'abattre en seulement quelques épisodes estivaux. En 2023, dans le district de Mentugo, près de Beijing, il est tombé en 3 jours l'équivalent d'une année entière de pluie. Résultat, les rivières passent parfois de presque à sec à un débit hors de contrôle en seulement quelques jours. Troisième facteur, le piège mortel des sédiments. Les grands fleuves chinois transportent des quantités de limone quasiment sans équivalent dans le monde. Lorsque les eaux quittent les montagnes pour atteindre les plaines, leur vitesse diminue et ces sédiments se déposent au fond du lit des rivières. Au fil des siècles, certains cours d'eau se sont ainsi surélevés jusqu'à devenir des fleuves suspendus.
Près de Kaifeng, sur le fleuve jaune, le fond du fleuve est parfois plus haut que les toits de la ville. Autrement dit, pendant les crues, l'eau ne coule plus au niveau du sol. Elle passe littéralement au-dessus de la tête des habitants. Et lorsqu'une digue cède, les conséquences sont dévastatrices. Depuis la légende de Daiyu Zishui, il y a plus de 4000 ans, les inondations ne sont donc pas un accident de l'histoire chinoise. Elles font partie de son paysage. Près des 2/3 du territoire sont exposés au risque d'inondation. Environ 80% des terres cultivées se trouvent dans ces zones vulnérables. Face à cette réalité, chaque époque a dû inventer sa propre réponse. À l'origine, les populations cherchaient simplement à éviter l'eau, en s'installant sur les hauteurs. Sous les dynasties Qin et les Han, elles ont commencé par endiguer les fleuves, avant de comprendre qu'il fallait aussi leur offrir des voies de dérivation. Puis arrive l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'ingénierie antique, Du Qiangyong. Plutôt que de construire un barrage, Lim Bing et son fils imaginent un système utilisant uniquement la forme naturelle du terrain, répartissent automatiquement l'eau, évacuent les sédiments et limitent les crues. Pour la première fois, un ouvrage hydraulique ne sert pas seulement à lutter contre les inondations, il irrigue aussi des terres immenses. Ainsi naît le célèbre pays de l'abondance, la plaine de Chengdu. Sous les dynasties Song, une autre prise de conscience apparaît. Le véritable ennemi n'est pas seulement l'eau, c'est aussi la boue. Sous les Ming et les Qing, l'ingénieur Pang Qishun perfectionne cette idée. Au lieu d'élargir les fleuves, ils resserrent leurs lits grâce à un système de digues. Autrement dit, on utilise désormais la force du fleuve pour nettoyer le fleuve lui-même. Au début des années 1950, la Chine sort tout juste de la guerre et dispose de très peu de moyens industriels. Des millions de personnes transportent alors des sacs de sable à la main. En 1998, lors de la rupture des digues de Chuljiang, même des cargos de 1500 tonnes sont engloutis. Ces catastrophes poussent alors la Chine à changer complètement de stratégie, passer de la défense humaine à la défense technologique. Aujourd'hui, près de 100 000 barrages forment un immense système hydraulique à l'échelle du pays. Les barrages de Sanxia et de Gezhouba jouent le rôle de gigantesques vannes. Ils stockent les crues de l'été, puis les transforment, plusieurs mois plus tard, en électricité, en eau disponible et en voie navigable. Le projet de transfert des eaux sud-nord agit comme un véritable système circulatoire. Il transporte l'eau sur plus de 8 degrés de latitude, redistribuant les ressources du sud, riches en eau, vers le nord, beaucoup plus sec. Enfin, le réseau d'irrigation de Pixihan fonctionne comme des capillières. Grâce à des milliers de réservoirs et à plus de 20 000 km de canaux, l'eau est acheminée jusque dans les champs, presque jusqu'aux racines des cultures. Pendant 5000 ans, gouverner la Chine a toujours signifié gouverner l'eau. En Chine, maîtriser les fleuves n'a jamais été seulement une question de survie. C'est aussi l'un des fondements de la légitimité du pouvoir. Lu Xiangpai a tenté de définir la Chine ainsi. La Chine est une civilisation qui se fait passer pour un État-nation. Tout à fait. La particularité de la civilisation chinoise est qu'elle semble ne pas avoir de commencement clairement identifiable. Henry Kissinger écrivait « Une caractéristique particulière de la civilisation chinoise est qu'elle semble ne pas avoir de début. Elle apparaît dans l'histoire moins comme un état conventionnel que comme un phénomène naturel permanent. Une civilisation qui se prolonge depuis des milliers d'années comme un phénomène naturel a choisi d'appeler sa mère une autre force de la nature, elle aussi impossible à dompter, le fleuve jaune. Mais cette mer est une mer au caractère violent. Dans la mémoire collective chinoise, elle a toujours eu deux visages. D'un côté, elle apporte des limones fertiles qui nourrissent les terres, de l'autre, elle provoque des ruptures de digues, des déplacements de son lit et des catastrophes capables de bouleverser des régions entières. À l'inverse, les grandes zones agricoles européennes se sont davantage développées autour d'un cycle relativement stable. Semer, attendre, récolter. Les fleuves européens connaissent évidemment des variations, mais ils ont rarement provoqué ces méga-inondations. Le philosophe Frederick Jameson affirme « Tous les récits sont des actes symboliques sociaux, et les blessures que ces symboles cherchent à recoudre dépendent toujours des angoisses les plus profondes d'une civilisation. » Ainsi, l'eau a façonné deux civilisations différentes. Sur cette terre chinoise, majoritairement agricole, le paysan n'a jamais vécu dans la simple attente tranquille entre les semailles et la récolte. Il devait constamment observer la couleur du ciel,
écouter le grondement des fleuves, anticiper les signes d'un changement invisible. Cette incertitude permanente a appris à une civilisation une leçon fondamentale. Ne jamais supposer que la nature se pliera à la volonté des hommes. C'est peut-être l'origine profonde de cette culture chinoise, de l'anticipation et de la prudence face au danger. Et cela explique peut-être aussi pourquoi, pendant des siècles, cette société a placé le collectif au cœur de son organisation. En fait, en Chine, maîtriser les grands fleuves n'a jamais été l'affaire d'un seul homme. Lorsqu'une digue se fissure, c'est pas seulement un village qui est menacé de disparaître, c'est un défi qui concerne le destin de tous. Lorsque les inondations ont coupé les routes de Guangxi, cette solidarité presque instinctive s'est mise en marche. Et beaucoup sont partis, sans même attendre un appel officiel. Des passionnés de moto ont poussé leurs machines hyper chères de course dans un demi-mètre de boue et des randonneurs chargés de 100 kilos de provisions. Ils ont marché pendant 2 jours à traverser les montagnes et la boue simplement pour apporter de l'aide aux personnes âgées isolées par les eaux. Et aussi les cuisiniers. Ils ont pris la route avec des camions remplis d'ingrédients et ils ont installé leur cuisine sous la pluie. 这个17岁，这个18岁。这是我第一次来广西嘛，初次相逢你千疮百孔，当我再次踏上这条路的时候，你必定茉莉花开。待到茉莉花开的时候啊，请大家来横县吃鱼生，横县鱼生超好吃。老表别怕，东北人来支援你了。08年汶川地震，那时候我还小。21年是我们那个就是荷兰720那个大洪水啊，我觉得那个时候我身陷泥潭，没办法出力。今年26年7月份广西大洪水，我觉得人生的意义是什么？就是要做点有意义的事情。Même la logique commerciale semblait disparaître. Les points de réparation locaux de Dajiang sont restés ouverts 24 heures sur 24 heures, spécialement pour réparer gratuitement le matériel utilisé dans les secours. Et les entrepôts les plus proches de Jingdong ont ouvert leurs portes sans condition. 当我们的国家社会发生任何灾难的时候，我们就近那个仓储的经理有权利而且必须把库房里面所有的货物全部捐给灾区人。在过去10年，我们国家发生的894这种灾难的时候，我们京东的救援物资一直永远是第一个到达灾区的。Et sur la route, des centaines de camions remplis de tous les besoins, de l'eau, de serviettes, de lait ou même des nouilles instantanées formaient de longues files. Mais bien sûr, dans les endroits les plus dangereux, les habitants cherchent instinctivement ces couleurs familières, comme l'orange des pompiers, le bleu foncé de la police, le vert camouflage des militaires, etc. En fait, pour moi, c'est un sentiment difficile à expliquer parce que même lorsque l'eau monte jusqu'à la poitrine, jusqu'au cou, il suffit parfois aux Chinois d'apercevoir ces couleurs dans leur champ de vision pour se sentir immédiatement plus rassurés. Par exemple, il y avait des lycéens bloqués sur un toit de l'école qui ont vu arriver le bateau de secours. Leur premier réflexe a été de crier avec émotion « L'armée chinoise est arrivée !» Aussi, il existe un détail qui a été largement partagé et revu encore et encore sur le réseau chinois. Selon les règles de Dajiang, ce type de drone civil est strictement interdit pour transporter des personnes, des humains. Mais ce jour-là, pour rejoindre ce village complètement encerclé par les eaux, donc les sauveteurs sont complètement ignorés tous ces principes. Donc on a eu cette photo fameuse qui est transférée partout sur les réseaux. En fait, depuis toujours, les héros chinois n'ont jamais eu de super pouvoirs comme dans les films. Ce sont des êtres ordinaires, comme des maîtres, des zongshi dans le monde de Wuxia, comme des soldats pour les inondations. Mais lorsque le monde vacille, il devient quand même le dernier espoir de tout un peuple. Pour moi, ce courage, il n'y a pas de frontières. Peu importe la nation, ceux qui se dévouent pour protéger les autres face à la furie de la nature, à l'image des secouristes luttant contre les incendies en France ces derniers temps, méritent vraiment notre respect le plus absolu. Et là, on peut retourner au début. Pourquoi les civils chinois jettent les tucs vers leur larmes? C'était simplement le dernier geste de générosité de gens ordinaires. Alors que les inondations leur avaient presque tout pris. Ils voulaient encore offrir le peu de douceur qui leur restait à ceux qui risquaient leur vie pour les sauver. Il y a peut-être là une mémoire profondément enracinée dans l'histoire de ce peuple,
comme une sorte de réflexe hérité des temps de guerre. Dans l'inconscient de cette civilisation, les soldats qui protègent les fleuves, protègent les frontières, même les peuples, et lorsque les habitants, les civils, donnent tout ce qu'ils possèdent pour les remercier, ça me rappelle toujours ces années où les civils consacraient leurs dernières ressources à soutenir les soldats chinois sur le front. Et on dirait l'inondation devient une autre forme d'invasion. C'est pour ça qu'à Porte Padeau de Secours, il y avait une gamine qui a commencé à chanter les mélodies de la victoire contre l'invasion japonaise. Et à ce moment-là, j'en suis sûre qu'il y a 100 ans, il y avait une autre fille qui a chanté les mélodies ressemblent dans la même situation. L'eau qui a apporté des épreuves, mais elle a aussi forgé la résilience de ce peuple. Elle a appris aux Chinois à toujours trouver le courage de se relever quoi qu'il arrive. 所以我想说的是，只要这种物质的互助与精神的共振还在，那么这个5000年从未断代的史诗就永远不会在任何一场洪流中画上句号。